je sais que ça va crier parce qu'ils sont partout sur la terre. Mbote Nayo. Je croyais qu'on était en région parisienne, mais je découvre qu'on est à Kinshasa. Et évidemment, on ne peut pas continuer ces salutations fraternelles sans formuler cette phrase pour nos frères et sœurs des Caraïbes. Bel bonsoir, tout peuple à la salle. Parce que lorsque l'on dit panafricanisme, on parle de l'unité de notre peuple, du continent et de la diaspora. Et donc il est important que chacun sache que nous sommes connectés, interconnectés, du noir le plus clair au noir le plus foncé, et même les autres qui se sont concernés, nous sommes un seul et même peuple, que ça plaise ou pas à l'extérieur. Et évidemment, parce que je ne pourrais pas clôturer ces salutations sur le fer, grande salutation aux services de renseignement généraux qui me surveillent partout sur cette planète, évidemment. Que même parmi ceux qui font où, il y en a un ou deux qui est des amis. On se connaît. Chacun joue son rôle. Nous sommes des agents de la France, nous sommes des agents de nos ancêtres, et on verra qui gagnera à la fin. Je ne peux pas cacher mon émotion, parce que quand je vois cette salle remplie de cette façon, au-delà même de nos espérances, le prix d'entrée est à 15 €. Je pense que si on n'avait pas fait le prix d'entrée, il y aurait peut-être même 2000 ou 3000 personnes. Nous sommes quasiment 1000 aujourd'hui. La fierté vient du fait qu'aujourd'hui, il y a une prise de conscience qui est plus que jamais en train de se généraliser. Et nous sommes venus aujourd'hui dans cette réunion de famille pour poser les bases d'une construction communautaire réelle, puisque la thématique d'aujourd'hui, c'est comment la diaspora afro doit-elle s'organiser politiquement et économiquement pour soutenir l'Afrique dans son processus, et les Caraïbes aussi, dans leur processus respectif d'autodétermination. Parce que comme vous le savez, ce qui se passe aujourd'hui sur le continent africain, en Afrique entre guillemets de la zone franc, ce qui se passe aujourd'hui dans les Caraïbes, dans cette dynamique de résistance vis-à-vis de l'iniquité, vis-à-vis de l'inégalité, vis-à-vis de l'injustice, doit tous nous interpeller. Pendant des années, notre population subissait. Mais plus que jamais aujourd'hui, il y a un vent de révolte, un vent de prise de conscience, un vent de résistance qui est en train de s'opérer. Et comme pour chaque peuple, la diaspora a une grande responsabilité. Mais pour que cette responsabilité puisse être matérialisée, il faut que la diaspora elle-même soit organisée. Est-ce qu'on est d'accord dessus, oui ou non? Mais on ne peut pas parler d'organisation si le BABA minimum communautaire n'est pas présent. Une famille ne peut pas aider le reste de l'humanité si elle-même est désorganisée. Vrai ou faux? Or, aujourd'hui, lorsqu'on parle de communauté, alors que nous sommes une communauté normalement puissante, ne serait-ce que numériquement dans cette diaspora, il est important de parler de ce qui ne va pas pour donner les clés et orienter vers ce qui devra bien aller de manière générale. Peut-on parler de communauté noire, de communauté africaine, parce qu'il y a des gens de toutes teintes ici qui sont présents et qui sont des afro-descendants, du nord au sud, de l'est à l'ouest, ou de la diaspora? Peut-on parler de communauté afro-organisée quand la plupart de notre consommation est orientée vers des commerces qui n'appartiennent pas à notre communauté? Répondez à la question, oui ou non? Peut-on parler de communauté organisée lorsqu'à chaque fois qu'il y a un problème dont on veut parler en ce qui concerne notre communauté, nous sommes obligés de passer par Cyril Hanouna pour nous faire entendre au lieu de passer par les gens et les médias de notre communauté? Oui ou non? Peut-on parler de communauté organisée quand systématiquement une structure est montée par un frère et une sœur, et pour des questions trop souvent de jalousie, pour des questions de refus de voir les autres prier, on préfère aller vers des gens d'autres communautés plutôt que soutenir les gens de notre communauté? Ce sont des questions de fond que l'on va se poser. On ne peut pas penser que nous pourrons soutenir le continent africain, que nous pourrons soutenir la diaspora, les Caraïbes de manière générale, si ici on ne pose pas les bases. Il y a trop de choses dont on doit parler aujourd'hui. Mais on va commencer par le commencement. Pendant trop longtemps, c'est peut-être l'héritage de nos aïeux, de nos parents, certains d'entre nous se sont revendiqués par l'ethnie.
Certains d'entre nous se sont revendiqués par la religion. Certains d'entre nous se sont revendiqués par la nationalité. Mais c'est dans le regard extérieur que l'on a compris que, qu'on le veuille ou pas, nous étions trop tous des Africains. Vrai ou faux ce que je dis? Très bien. À l'aube du XXIe siècle, jamais la communauté afro en France n'a été aussi nombreuse, parce que nos parents font beaucoup d'enfants, et que nous qui sommes leurs enfants, nous faisons aussi beaucoup d'enfants. Et donc, c'est comme ça, c'est notre force aussi un peu. Et nos enfants feront aussi beaucoup d'enfants. Et donc, quand les petits hommes comme Éric Zemmour parlent de grand remplacement, j'ai envie de leur dire que c'est le retour du bâton. Vous êtes venus chez nous à une certaine époque, il est tout à fait normal que quand vous pillez nos ressources, il y ait aussi un suivi de ces ressources qui sont pillées, et que dans cette migration humaine, en plus de la migration économique, que nous-mêmes nous puissions aussi leur rappeler que nous sommes un peuple qui existe, que nous sommes un peuple qui vit, et que pendant que l'Occident est en train de mourir, nous vivons quotidiennement, nous créons quotidiennement, nous nous multiplions, et nous récupérons notre Dieu de manière générale. C'est une réflexion que l'on se doit d'avoir. À l'aube du XXIe siècle, vous remarquerez que le b.a.-ba de la communauté, je vais peut-être dire des choses qui fâchent aujourd'hui, mais nous ne sommes pas là pour nous brosser dans le sens des tresses, dans le sens de la barbe, dans le sens de l'afro, ou dans le sens des pépés, pour ceux qui en ont. Parce que notre peuple, c'est tout, et personne n'est stigmatisé ou discriminé. Nous sommes un ensemble. Mais nous sommes là pour nous dire des choses qui parfois sont des réalités qui blessent et qui nous permettront d'avancer. Peut-on parler, et c'est très important ce que je vais énoncer, de communauté quand, de manière générale, ne serait-ce qu'entre nous ici, même si nous sommes une exception parce que la présence nombreuse, vous êtes quasiment 900 personnes ici, la présence nombreuse prouve qu'il y a quelque chose qui se passe. Mais quand la plupart d'entre nous, quand nous voyons un frère ou une sœur, lorsqu'on se croise dans la rue, moi quand je vais aux États-Unis, il y a un sentiment de fraternité qui est plus que jamais présent. Quand je vais en Angleterre, il y a un sentiment de fraternité qui est plus que jamais présent. Mais ici, l'individualisme français, le fait de refuser de parler, d'assumer notre négritude, fait que nous avons du mal à développer ce processus de fraternité. Et ce manque de développement de processus de fraternité, c'est est-ce pas ce que je dis? Et ce manque de processus de développement de fraternité entraîne que dans notre consommation, dans nos actions quotidiennes, nous ne fonctionnons pas de manière communautaire. Certains vont ouvrir des entreprises, des salons, dans des quartiers magnifiques. Mais la plupart de la clientèle va être une clientèle qui n'est pas de notre communauté. Certains vont ouvrir des restaurants africains magnifiques, tenus par nous, mais la clientèle sera une clientèle qui ne sera pas forcément de notre communauté. Nous, on préfère aller souvent le kebab. Je t'ai vu d'ailleurs avant-hier là-bas. Je te taquine un peu. On préfère aller parfois au KFC, on préfère aller... Alors le but n'est pas de boycotter les autres commerces, ce n'est pas ce que l'on dit. Mais la consommation des autres commerces extra-communautaires doit être une exception, mais pas la norme. Parce que les Chinois, et c'est ça le succès principal, lorsqu'ils s'organisent, ils vivent dans une sorte d'entre-soi. Ils consomment chez eux, ils produisent pour eux et pour le reste aussi de la collectivité. Mais le centre de gravité de leur priorité, c'est eux-mêmes. Et c'est comme ça qu'ils deviennent solides. Est-ce vrai ou est-ce ce que je dis? De la même façon que quand ils construisent leur famille, je vais peut-être dire des choses qui fâchent, mais ils cherchent d'abord à construire avec leurs semblables plutôt que de construire avec l'extérieur. Je sais que là, il y a moins de réaction parce que peut-être certains se sont impliqués. Que l'on soit clair, quelles que soient les personnes que vous aimiez, que ceux parmi notre communauté qui aiment des beiges, des jaunes, des violets, des verts, parce qu'on aime toutes les couleurs, peut-être les martiens demain, je ne sais pas. Quelles que soient les couleurs que vous aimiez, personne ne vous jugera jamais ici. Parce que l'amour n'a pas d'odeur, n'a pas de couleur, et ne se juge pas. Mais, et ma phrase commence en réalité véritablement au mais. Ça veut dire que tout ce qu'il a dit on ne peut pas parler d'une communauté solide si le fait de fréquenter tout le monde à l'extérieur de notre communauté est la norme et se fréquenter entre nous est l'exception.
demander à être aimé des autres si on n'est pas capable de s'aimer entre nous? Ah, bravo, bravo. Ça nous manque beaucoup. On ne peut pas demander à être respecté en tant que peuple si systématiquement nous courons après les membres des autres communautés plutôt que honorer nos propres semblables. Lorsque l'on parle de communauté, mais que bon nombre de nos frères, et je ne stigmatise personne, passent leur temps à courir après les femmes des autres communautés, comment pensez-vous que nous allons être concernés, considérés par le reste de l'humanité? Que l'on soit clair, Anta Diop était mariée à une blanche, elle l'a beaucoup aidé. Faut le dire. France Fanon était mariée à une blanche, elle l'a beaucoup aidé. Faut le dire. Mais l'humanité est née du ventre de la femme noire, que ça plaise ou pas, et on doit le rappeler. Vous ne voyez pas que l'objectif de l'élite française et de l'élite occidentale, regardez les publicités aujourd'hui, systématiquement. Tout est fait, quand on voit les couples dans les publicités, c'est systématiquement des couples mixtes. Vous avez déjà vu des couples de noirs dans des publicités ici? Pour le sida, oui. Là, c'est des couples de noirs. Pour les grandes maladies, des gens qui vont mourir demain morts dans le film, c'est des couples de noirs. Et pour tout ce qui est de ce qui est fun, de ce qui est développement, de ce qui est avancé de la société, le noir est systématiquement avec quelqu'un d'autre extérieur à sa communauté. Si vous pensez que c'est un hasard, c'est que vous ne comprenez pas la guerre invisible psychologique qui est menée contre nous. Je sens certains qui sont en jus, ils tiennent le téléphone en tremblant. Mais je vous ai dit qu'on est là pour parler d'amour aujourd'hui, et je le répète. Certains de nos plus proches et de nos plus gros soutiens sont parfois en couple mixte, et nous les aimons profondément. Les gens qui soutiennent les membres de notre communauté, qui les aiment véritablement, et qui veulent leur avancement, quelle que soit votre couleur, que vous soyez blanc, violet, orange, peu importe, vous êtes les nôtres, vous êtes avec nous. Mais la meilleure façon de construire une communauté, c'est que ce que l'on appelle l'exogamie, c'est-à-dire le mariage avec des gens extérieurs à notre communauté, soit l'exception, et que l'endogamie, le mariage entre nous, soit la norme. Toutes les diasporas qui tiennent sont des diasporas qui privilégient l'endogamie. Toutes les diasporas qui tiennent sont les diasporas qui fondent des familles sur un socle commun. Mais si vous ne le faites pas, c'est que vous montrez dès le départ, dès la genèse, la personne avec laquelle, si c'est une exception, tant mieux, mais si c'est de manière générale, qu'on cherche les latinas de France, c'est-à-dire qu'on a vu dans les clips de rap, les noirs ils sont des latinas, donc nous on veut les maghrébines ici. Et je respecte les sœurs maghrébines, je les respecte profondément. Comme je respecte les frères maghrébins, tant qu'ils vous respectent, je les respecte profondément. Mais je le dis avec l'amour de l'humanité. Je suis sorti du ventre de ma mère, et le miroir de mon âme, c'est ma sœur. Et c'est la femme noire. Ceux qui pensent que c'est un discours démagogique ne comprennent pas que je me mets beaucoup de gens à dos en disant ça, parce que je suis probablement la seule personnalité publique qui, dans le monde francophone, tient ce genre de discours. Je pourrais gagner beaucoup plus le cœur de beaucoup de gens en ne me prononçant pas sur ce sujet. Mais on ne sera jamais une communauté respectée si on ne se respecte pas entre nous. La base de tout ça, parce que je parle de manière introductive, je tiens ce propos pour vous emmener dans une autre démarche, bien plus large. Le paradigme pour construire une communauté, c'est qu'on comprenne qu'il est nécessaire de construire notre monde et ne pas manger une place dans le monde des autres. Lorsque je suis arrivé pour faire la promotion de ce meeting, certains m'ont dit KS, pourquoi on ne te voit pas chez Cyril Hanouna? J'ai rigolé. Pourquoi on ne te voit pas sur BFM? J'ai rigolé. J'ai fait tous les médias de ce qu'on appelle la street ici, et je passe d'ailleurs la paix à chacun d'entre eux.
Calcium TV, Starting Block, Génération 8.2 hier, etc., etc. Et certains m'ont dit, mais Kevin, pourquoi tu vas que dans des médias tenus par nous? Et je leur ai dit, mais je suis venu parler à notre communauté, pas à l'extérieur. Et le problème, c'est qu'on est tellement fasciné par leur monde qu'on sent qu'on n'existe qu'à partir du moment où on est validé par leur monde. Nous sommes en 2022. J'ai commencé l'activisme politique à une époque où on n'était pas suivi par des millions de gens en Afrique comme c'était aujourd'hui. Nous étions, tu t'en souviens bien, à l'époque où j'avais la coupe à beaucoup, à l'époque où France 2, TF1 nous présentait comme un nazi noir, la diabolisation hystérique qui était effectuée vis-à-vis de nous faisait que j'étais devenu une sorte d'isolé médiatique. On nous présentait comme des monstres pour couper le lien et la connexion qui pouvait exister avec notre population. Et j'ai compris très tôt, à 24 ans, 25 ans, que si je cherchais à être compris par mon peuple à travers les médias de ceux qui me diabolisaient, jamais je ne serais compris par mon peuple. Et donc, qu'est-ce que l'on a fait? En rentrant en Afrique, la première stratégie a été d'infiltrer, d'intégrer les médias africains. Pas infiltrer parce que c'est les médias de notre peuple. Et de déposer à l'intérieur de ces médias un message de sensibilisation pour préparer la population à ce combat de résistance contre le néocolonialisme, contre l'injustice sociale, contre la corruption de nos élites, parce qu'on ne peut pas parler de lutte contre le colonialisme sans parler de nos élites corrompues africaines. Vous êtes d'accord dessus ou pas? Je réitère encore là-dessus, même les renseignements généraux à travers cette vidéo tout mon respect et mon admiration pour le grand combattant Kémy Séba. Et j'en profite pour saluer également d'autres combattants impliqués dans la cause panafricaine. Mais ça fait partie du combat aussi. Otep, merci à vous. C'était votre frère. Et en passant par nos médias, imperturbable négro-thérapeute. En parlant via nos médias à nos populations, on passe un message qui, de facto, devient un message sans régulation étrangère. Un message qui peut toucher le cœur directement des gens. Parce que ce que nous voulons, ce n'est pas avoir une chronique chez les autres, mais c'est être capable de toucher directement les nôtres. Et dire cela, j'insiste beaucoup dessus, ne signifie pas que nous sommes contre les